Info 7. Info 7, comme vous le savez, cette semaine, l'actualité est très riche. Donc, nous allons parler de beaucoup de sujets. Et j'ai le réel plaisir de recevoir une intelligence de mon pays. Et c'est la 4e fois qu'il passe dans Info 7. Vous l'avez découvert il y a déjà 3 ans, avant qu'il ne devienne député national. Aujourd'hui, je le reçois en tant que tel, député national, membre du MLC, avec Daniel Mbao, c'est de lui qu'il s'agit, député national MLC. Nous allons décortiquer les temps forts de l'actualité de cette semaine, marqués, comme vous le savez, par le discours du chef de l'État, par la prestation de serment des 3 juges de la Cour constitutionnelle, et de côté social, évidemment, avec le regret des kidnappings en République démocratique du Congo. Très heureuse de vous retrouver. Bien, vous vous rendez compte, c'est un sentiment partagé. Merci. C'est de vous rencontrer. L'actualité étant vraiment très riche, mesdames et messieurs, nous allons aller to go à l'actualité. Nous allons commencer par le sitting des enseignants et des élèves. Vous le savez, la rentrée scolaire, ça fait déjà 2 semaines, mais il y a beaucoup d'écoles qui n'enseignent pas. Les élèves se sont plaints, ils sont allés se plaindre, à qui de droit. Vous avez suivi les images, et évidemment la réaction un peu musclée de la police. Nous allons en parler tout à l'heure. Et évidemment, ce phénomène de kidnapping, nous avons vu des arrestations. La police a bien fait son travail. Nous voyons vraiment des arrestations de ces bandits, permettez l'expression. Et ce qui est un peu grave, c'est vraiment incroyable de voir des jeunes aussi, je ne dirais pas beaux, mais ils le sont aussi, des jeunes garçons très beaux, des jeunes filles aussi. Et ça devient vraiment inquiétant, ce phénomène. Premier condensé, mesdames et messieurs. Après l'arrestation d'une centaine de criminels opérant à travers la ville de Kinshasa, une nouvelle vague d'enlèvements a refait surface. Ils sont pour la plupart jeunes et élégants, souvent accompagnés de jeunes jolies dames. Ces bandits opèrent dans les véhicules simulés en taxi-catch. Donnant l'explication de leur modus operandi, ces jeunes hommes fait savoir qu'ils ont pour cible les femmes. Notre téléphone non après tout le place moi ils a isolé tout petit bango combien de 5 nani David Lomata. Après avoir reconnu ces crimes, celui-ci s'est dit prêt à accompagner la police dans cette lutte. La propre volonté là Ali Misanga tout ça les photos kanga batikali ibanda. Cette jeune femme répondant au nom de Naomi Lokondo a pour sa part rejeté tout en bloc. David, est-ce que Naomi Signalant que la police nationale congolaise est à pied d'œuvre depuis un temps afin de mettre fin au phénomène d'enlèvement qui est devenu une routine à Kinshasa. La marche organisée ce matin par les enseignants du syndicat des écoles du Congo, des écoles conventionnées catholiques, ainsi que les élèves du lycée Bolingani, a été réprimée par les éléments de la police. Le professionnel de la Craie Blanche était réuni pour revendiquer l'amélioration des conditions de vie des enseignants, mais également la suppression des fictifs dans la liste des nouvelles unités. Victimes de la gratuité scolaire, les élèves du lycée Bolingani ne se sont pas empêchés de rejoindre leurs enseignants afin de faire entendre tout haut leur voix. Ils dénoncent le mauvais traitement leur infligé par la police. Nous sommes venus ici pour réclamer nos droits, mais ils sont en train de nous brutaliser, ils ont braqué les armes reçues aux élèves. Tu as vu ça? Oui, j'étais présente. J'ai été victime, ma copine, on l'a giflé. Un policier. Un policier a fait quoi?
bourse. Ça se fait pas. Ils sont là pour assurer notre sécurité ou pour nous brutaliser. Il sied des rappels locaux, c'est depuis le 15 octobre dernier que le CIECO et les Synecats avaient annoncé 2 jours d'école morte avec un sit-in qui aura lieu chaque lundi et mardi jusqu'à obtenir gain de cause. Daniel Mbao, je vous prends sous l'angle d'enseignant. Vous êtes enseignant à l'université, je précise, mais quand même enseignant. Vous comprenez les revendications des enseignants des écoles secondaires aujourd'hui à Kinshasa? Parce que ça fait 2 semaines, les élèves n'étudient pas. Surtout dans les écoles conventionnées catholiques, faut le préciser. Bien, ce problème, il est très profond, il est global. Il est très holistique parce qu'il touche à plusieurs secteurs. Il n'y a pas que le secteur d'enseignement, il y a également le secteur médical. En principe, dans un état sérieux, le pouvoir public aurait pris des dispositions déjà à l'avance pour pouvoir résorber la crise. Mais voilà ce qu'on note, c'est qu'il y a des revendications qui montent en surface pour le simple fait que l'État n'a pas pris sa responsabilité. Alors que les enseignants aujourd'hui ne sont demandeurs que des garanties de leurs droits fondamentaux, les salaires. Et les droits au salaire, c'est un droit sacré. Donc je ne peux pas comprendre que dans un pays comme le nôtre, par exemple, je prends le cas des médecins, vous dénombrez 20 000 médecins et après contrôle, il se dégage que près de 6 000 sont connus et les autres sont des fictifs. Comme les nouvelles unités aussi. Ça ne fait pas sérieux. Et ces cas aussi récurrents dans les secteurs d'enseignement, aussi bien primaire, secondaire qu'universitaire. Même chez vous, l'enseignement justement, il y a des nouvelles unités qui ont été nommées il y a cela beaucoup d'années, 10 ans, 20 ans, et des chefs de travaux qui n'ont jamais été mécanisés. Ah bon? Ouais, sérieux. Alors que l'État, j'ai toujours dit en réalité, l'État c'est une forme d'artifice intellectuel. L'État c'est une intelligence planificatrice. L'État c'est pas la résultante de l'immédiateté. C'est-à-dire que l'État c'est les patrons de la planification dans une organisation. Et donc je peux pas comprendre en plein 21e siècle que l'on soit dans une république où les enseignants qui sont en réalité les architectes, n'est-ce pas, de la construction intellectuelle de demain, puissent être considérés comme des parias, des moins que rien. Mais vous êtes aussi député national, Daniel Mbao, enseignant. Est-ce que vous ne vous battez pas? Vous êtes ceux qui se... Comment on dit par rapport au budget, le terme m'échappe. C'est vous qui étudiez le budget, c'est vous qui donnez votre accord pour le budget. Est-ce que vous ne vous battez pas pour qu'il y ait une augmentation significative de ce qui est prévu pour l'enseignement, parce que ce n'est pas normal. Le problème dans le budget, c'est quoi? Il arrive par moment qu'on puisse engager des débats, mais quel type de débat? Avec quel type de parlement? Des débats qui sont ponctués par des votes bloqués. Et vous venez vous discuter, on vous accorde peu de minutes sur des questions très fondamentales. Et d'ailleurs, ailleurs, aujourd'hui, au monde, lorsqu'on discute du budget, les premiers débats portent sur la vision qu'il y a derrière le budget, la philosophie du budget. Est-ce que c'est un budget institutionnel? Est-ce que c'est un budget social? Est-ce que c'est un budget de développement ou un budget de prédation? Et chez nous, on peut faire des propositions en termes de lignes budgétaires. Chez nous, on l'a fait d'ailleurs. Généralement, je suis tenté de dire que c'est un budget de prédation. Parce que c'est vrai qu'au départ, le chef de l'État a souhaité comme ça vite que l'on puisse augmenter les chiffres du budget. Nous sommes partis des prévisions initiales qui étaient pratiquement de 6 milliards à 11 milliards. Aujourd'hui, sous la table du Parlement, nous avons la loi sur le collectif budgétaire. Et je vous dis que le budget, à peu près à 2 milliards, 3 milliards. Non, donc c'est 5. Non, à 2 milliards, 3 milliards, quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème dans le calibrage des politiques publiques. Ça veut dire qu'on gère la République comme on gère sa propre boutique. On gère la République sans indicateur de base, sans indicateur d'évaluation. Ce qui fait que la République est en train d'évoluer quand des questions comme celle-ci, les salaires des enseignants, ailleurs, ce sont des questions très fondamentales qui devaient être réglées en priorité. Parce que
l'État ne peut s'asseoir que si on réussit à installer l'école. Lorsque vous avez l'Afrique de l'Ouest comme au Bénin, ils ont réussi à asseoir une dynamique d'émergence à travers l'installation, l'incrustation de l'école. Et l'installation de l'école commence d'abord par le traitement, j'allais dire, responsable de l'enseignant. Mais si l'enseignant n'est pas bien traité, il est clochardisé, rassurez-vous que l'enseignement qui sera diffusé sera un enseignement non intégral. Ça serait un enseignement de misère. Et donc, il est difficile, dans un contexte comme celui-là, d'envisager un développement, une émergence, et d'envisager une éclosion d'une intelligence lorsque l'enseignant n'est pas bien traité. D'ici une génération ou deux, mais la RDC va disparaître, parce que les gens qui ont étudié ailleurs, qui ont une bonne qualification et tout ça, viendront prendre nos places. Nous serons gérés par... Ce ne sont pas des étrangers, mais je dirais, il y aura un genre de déphasage, ceux qui sont restés au pays et ceux qui viennent d'ailleurs. Non, mais regarde, aucune chance. Je ne vous prends pas la parole à arracher. Vous savez qu'il y a un auteur qui disait, si vous voulez organiser un génocide assez intelligent, un génocide, j'allais dire invisible, qui est difficilement perceptible à l'œil nu dans un État, il faut commencer d'abord par tuer l'éducation, infester l'éducation. Mais on commence par infester l'éducation lorsqu'on clochardise l'enseignant. On les démotive alors. Et lorsqu'il y a démotivation, l'enseignement qui est donné n'est pas un enseignement de qualité. Et la conséquence que les produits qui sont, ou les élèves qui sont produits ici ne sont pas compétitifs à l'échelle internationale. À l'échelle internationale, on le sait d'ailleurs. Mais ce phénomène de kidnapping, Daniel Mbao, député national, est-ce que vous en avez parlé à l'Assemblée? Parce que ce sont vraiment des phénomènes sociaux qui touchent la population. Aujourd'hui, il y a des femmes surtout, les victimes sont souvent les femmes, qui sont braquées, violées, tout ça. Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que vous allez en débattre? C'est vrai que la session est budgétaire, mais quand même, ce sont des phénomènes sociaux très très graves, Daniel Mbao. C'est vrai que c'est une problématique qui nous touche à cœur. Je ne peux pas ici nier le fait que la question a été posée à titre d'émotion d'information par un collègue dans une de nos plénières. Et même lorsqu'il faut qu'on puisse barrer l'équivoque, et même lorsque dit la session est budgétaire, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas traiter d'autres matières. Et d'ailleurs, il est nulle part écrit dans nos textes juridiques internes que cette session s'appellerait budgétaire. C'est par commodité des langages que la session de septembre est budgétaire. Et que donc, la question des kidnappings, c'est une question fondamentale qui remet l'État à la sellette. C'est une question qui dénie de notre État et qui nous fait découvrir la nudité de notre État. Ça veut dire que l'incapacité de notre État d'assurer la sécurité de ses propres concitoyens. Aujourd'hui, la souveraineté ne se résume plus en termes simplement de la capacité de l'État d'imposer son autorité sur l'ensemble de son territoire national, mais dans sa capacité de protéger ses propres concitoyens. Mais vous avez vu que la police est en train de faire un travail. Moi, je suis de l'opposition républicaine, dites entre guillemets républicaine. Lorsque la police fait son travail, s'il est positif, il faut frénétiquement ovationner ce travail, accompagner le travail de la police. Mais ce qui est très écœurant, ce que vous l'avez noté, ce sont les jeunes gens d'une tranche d'âge très connue, et qui varient entre 18, 19, sauf erreur de ma part, jusqu'à 30, avec des visages très frimous. Et hier, on avait des délinquants au visage astigmate lombrosique. Mais donc, on les reconnaît directement. Oui, mais ça veut dire que aussitôt vous entrez dans un endroit suspicieux, vous voyez un visage qui vous inflige déjà à peur, vous prenez de bonnes dispositions. Mais maintenant, ces jeunes gens qui opèrent dans la ville de Kinshasa, ils sont beaux. Et puis avec des jeunes filles qui sont joviales. J'allais dire jovialisantes. Et lorsque vous entrez, j'allais dire, dans un traquenard, parce que c'est un piège, vous mettre dans un traquenard comme ceux tendus par ces jeunes gens, vous n'avez pas l'impression d'avoir été piégé. Et puis après, pouf, vous êtes kidnappé. Et donc, ce qui fait très mal, c'est que ce sont des enfants qui sortent de bonnes familles, supposés entre guillemets des bonnes familles. Quand je regarde ces jeunes hommes, Lomata, je ne doute pas un seul instant qu'il y a un père sérieux. Mais peut-être le problème se situe à quel niveau? Au stade de la capacité de gérer l'Omata. Et cette capacité ne peut provenir que de la capacité financière. J'allais dire, c'est un cercle vicieux, la force vénale de son père. Et donc, si son père n'est pas bien payé par l'État, c'est un triangle de la mort. Père, fils, État. Le père n'est pas bien payé, le fils n'est pas bien entretenu, et il se lance dans le gangsterisme. Est-ce que nous vivons? Et puis après, il ne faut pas simplement responsabiliser ces jeunes gens, parce qu'en criminologie, nous disons le délinquant n'est pas un automate, hein, madame.
C'est une personne humaine placée dans les circonstances objectives, exogènes et endogènes de la criminalité. Donc c'est le produit de la société. Ces enfants sont le produit de la société. De notre société. Notre société post-alternance. Notre société gérée par une coalition méphistophélique. Notre société gérée par une coalition sans capacité de pouvoir se projeter dans l'avenir et construire un cadre d'émergence juvénile. Okay. Et c'est comme ça que j'ai fait une proposition pour des jeunes comme ça, une proposition de loi sur le service militaire obligatoire. On y reviendra. Et ça, le verdict peut-être, ce sera combien pour ce forfait? Ils peuvent avoir combien pour la prison? Combien d'années? Non, mais ça le kidnapping ça dépend. En général. Parce que la prévention de kidnapping comme prévention, mais si j'essaye de regarder le code pénal, je ne vois pas clairement une prévention qui s'appellerait kidnapping. Une faute qui s'appelle kidnapping. Sauf erreur de ma part. Mais je le dis avec autorité. Mais je sais que dedans, ce sont des bandes de gangs. Et là, il y a association des malfaiteurs. Et l'association des malfaiteurs est punie de mort. Ah, punie de mort. C'est-à-dire qu'ils encourent la peine de mort. Et puis après, il y a une succession d'infractions, une forme de concours matériel. Et même, dans d'autres cas, il y a une forme de concours idéal. Parce que il y a ces enfants, non simplement qu'ils sont dans le cadre d'association des malfaiteurs, mais ils commettent des infractions successives. De coups et blessures volontaires, de viols, de vols. Vous voyez, cet assemblage de prévention peut, à mon avis, pousser un juge assez ferme, un juge qui a, j'allais dire, mon état d'esprit à prononcer la peine la plus sévère. Nous allons maintenant aller, mesdames et messieurs, pas à l'Assemblée nationale, nous y allons aller plus tard, mais là nous allons parler du discours du chef de l'État. Congo Web Télévision avait réfléchi comme à l'accoutumée et fait un avant-papier par rapport à ces discours qu'on avait attendu, comme vous le savez, de pied ferme. Toute la ville était paralysée pendant 2 jours en train d'attendre le discours du chef de l'État. Et après ces discours, Congo Web Télévision est descendu sur le terrain, a tendu son micro à cette population et nous allons découvrir les pensées des Quinois et Quinoises. Deuxième condensé, mesdames et messieurs. La parole du chef de l'État s'impose à elle-même. Après plusieurs turbulences dans la coalition, l'opinion est perdue en conjecture sur la dissolution de l'Assemblée nationale, la mise en accusation du chef de l'État, les réformes électorales. Voilà tant de questions qui nécessitent des réponses importantes attendues par la population. Mais va-t-il réellement les dire? Pour répondre à cette question, voyons d'abord l'attitude du chef de l'État hier à la prestation des serments de juge constitutionnel. Dès son entrée dans la salle, il soulève 2 doigts, synonymes de la victoire, une attitude triomphaliste qui montre l'existence d'une quelconque discordance au sein de la coalition au pouvoir. Tshisekedi a fait passer un message selon lequel il ne recule pas. Dans son adresse de ce vendredi, va-t-il jouer à l'apaisement ou il va rallumer le feu? Les hypothèses sont multiples. Certains parlent déjà de la dissolution de l'Assemblée nationale. Et si oui, va-t-il s'appuyer sur quel soubassement dès lors que l'on sait qu'il n'existe pas une crise entre l'Assemblée nationale et le gouvernement? On est tenté de répondre par la négative. Tshisekedi va-t-il demander la démission du Premier ministre et de son gouvernement pour avoir boudé la prestation des serments, dans l'hypothèse où le Premier ministre démissionnerait? Va-t-il nommer un informateur pour dégager une majorité parlementaire qui lui serait favorable? Des schémas qui restent envisageables jusque-là. L'absence des présidents des 2 chambres du Parlement et celle du Premier ministre lors de la prestation des serments de 3 juges de la Cour constitutionnelle n'a pas laissé indifférents les Congolais. Quelques heures rencontrés dans les rues de Kinshasa appellent le président Félix Tshisekedi à mettre fin à la coalition FCC Cash. FCC Cash, tous d'accord dans l'OT. Il faut dissoudre les relations avec la FCC Cash. Puisque tout le monde donc bah manqué nandingue moko na ko banya et si bobina soko asa mo konsi comment belo basala ki journal allons tout le monde on va changer statut et peut-être c'est là le baki a dissoudre parlement wana alongo la bato nyoso ya kabila asala oya ye osoki akebite ateka ka bato wana na 2023 bakomuka bazo. Ils invitent par ailleurs le chef de l'État à tenir un discours qui s'alignera derrière les intérêts du peuple. Qui veut que les conditions de vie s'améliorent, la situation sociale s'améliore. Moi je pense que dans ce qu'il peut dire cet après-midi ou ce soir ou encore cette nuit ne pourra être que
pour dire quelque chose qui satisfait nos attentes. Le discours du président est un mot. Il y a ça mon compte. Il y a ça mais avant la décision, il faut que ça peuple. Ce qui me contrôle, c'est que je me casse. Parce que je suis là, je suis me casse. Mais il y a ça mon compte. Il y a du coro. Donc, il y a une décision. Soit une décision, madame, ton secret. Normalement, biso ba Congolais toza ko s'attendre na discours moko fort ya chef de l'État. Pour nini FCC a bloqué. Alors vraiment aluka moyen ala kisaki mobali nae. Notons que les Congolais attendent avec impatience ces discours du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Daniel Mbao, vous étiez dans la salle ce jour-là, lors de la prestation de serment de 3 juges de la Cour constitutionnelle. Nous allons revenir. Mais là, nous allons parler des discours. Nous avons fait un avant-papier, le discours est tombé. Vous étiez où d'ailleurs? Où est-ce que vous avez suivi ce discours du chef de l'État? Bien, merci. Avant d'y revenir, si vous me permettez rapidement, je place un mot parce que votre émission a un caractère pédagogique. On a parlé des kidnappings. Oui, oui, je vous en prie. Et je l'ai dit et j'insiste encore, ce concept-là, c'est un fait. Mais en droit, la prévention qui s'apparente au kidnapping, c'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement. L'enlèvement. Okay. Et donc, et puis après, il y a séquestration. Mais dedans aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a association des malfaiteurs, parce que ce sont des bandes organisées. Exactement. Voilà. Donc, ils méritent la peine de mort. Ils méritent la peine de mort. C'est la peine la plus sévère dans la litanie des préventions que j'ai citées. Okay. Enlèvement, séquestration, coups et blessures volontaires, viol, et puis en fin de compte, association des malfaiteurs. Donc, la prévention qui régorge la peine la plus sévère, c'est celle qui sera retenue. Revenons à nos moutons maintenant. Où étiez-vous? Où est-ce que vous avez suivi le discours du chef de l'État, en fait? Donc, j'étais dans la logique de Madame F. Bazaïba. Nous, du MLC, on se sentait très moins concernés. Par ce discours, c'est quand même le chef d'État. Vous étiez là pendant la prestation de serment, rien ne vous empêche de suivre le discours. Mais le discours est passé. Ça veut dire quoi? Et quand je dis moins concernés, ça ne veut pas dire que le discours perd tout son éclat ou le discours perd toute son importance. Ça veut dire que nous, on se disait, ben, s'il y avait des mesures à prendre, nous sommes républicains, nous avons dit où est quoi et ya. Ok, le discours est là. Vous avez suivi ce Quinois. Advienne que pourra. Voilà, le discours est passé. Mais les Quinois avant disent qu'il fallait la Kisaki Mobile Inaye, FCC zo bloqué. Vous avez suivi ces Quinois qui ont dit. Mais là, je pose la question à une élite de mon pays, à un intellectuel de mon pays. Le chef de l'État, selon vous, est-il apparu affaibli lors de ce discours? Bon, en fait, moi, ma perception... Votre perception de ce discours, est-il apparu comme affaibli ou comme un conciliateur, celui qui veut faire appel à tout le monde pour apaiser la crise? Donc moi, j'ai vu un homme qui était à bout de ses souffles. À bout de souffle. Ben, j'ai vu un homme qui était totalement désemparé. J'ai vu un homme qui était conscient des responsabilités qui étaient siennes. J'ai vu un homme qui a vu la computation de son mandat avancer. Et j'ai vu un homme... Computation, papa, computation, ça veut dire quoi? J'ai vu, justement, j'ai atterri. Atterrissé, pardon. Parce que... J'ai vu un homme qui était pratiquement pris dans un mouchoir de poche par ses alliés et qu'il cherchait pratiquement à s'émanciper. Et pour moi, contrairement à ce que pensent les Congolais, c'était un discours de fermeté. De fermeté. Mais c'était un discours avec un accent de sévérité. Mais c'était un discours avec une attitude, j'ai vu, chevalièresque. J'ai vu les chefs de l'État, pour une fois, prendre le costume d'un monarque républicain, entre guillemets, prêt à prendre des décisions fortes, allant jusqu'à mettre terme à la vie de certaines institutions. Mais j'ai noté par ailleurs, derrière ce discours, de la diplomatie. Ça veut dire qu'il était ferme, mais le discours était enrobé dans un style diplomatique, de sorte que le chef de l'État a fait un contour. Il a dit ce qu'il aurait dû dire brutalement. En réalité, il a mis de l'eau dans son vin, oui, mais il était très ferme. Ça veut dire qu'il aurait dû dire, si simplement il était question qu'il le fasse ab irato, c'est-à-dire par la colère, il aurait dû dire, mais je romps
avec le FCC et je prends la décision, par exemple, de limoger. Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il a l'impérium. Quand il voit que ça ne va pas, ça fait 2 ans qu'on tourne en rond, le MLC, et tout ça, tout le monde le sait qu'on tourne en rond. Mais pourquoi ne pas... C'est ce qu'attendait la population. J'imagine. S'il vous plaît, je suis fils de compatriote qui dit il fallait l'accès à Kimouba, il y avait beaucoup de gens, nous sommes sur les réseaux, beaucoup attendaient ça, beaucoup de fermeté, qui limoge le Premier ministre, qui l'a presque humilié, le président de l'Assemblée nationale, du Sénat, il fallait qu'il prenne des mesures qui cassent véritablement avec le FCC. Mais est-ce que c'est ça, ces mesures? Vous savez, les propos du chef de l'État, lorsqu'ils sont incendiaires, généralement, ils sont lourds des conséquences. Ok. Et un chef de l'État sérieux peut obtenir par des voies douces, sans casse, ce qu'il aurait voulu obtenir par la colère et de manière assez directe. Mais ce qu'il a dit lorsqu'il dit que dans la semaine qui suivra, je vais commencer des consultations, ça veut dire que le chef de l'État s'inscrit dans une dynamique de récomposition. Et qui dit qu'il veut récomposer la majorité, ça veut dire qu'il y a une forme de déliaison. C'est une rupture douce. Si on était en matière de divorce ou dans d'autres matières où il y a principalement une procédure préalable qui suit une procédure de fond, on dirait qu'on était à la phase pratiquement de conciliation. Mais hier, ces jours-là, nous avons constaté l'échec de conciliation. L'échec. L'échec. Les mots. Et donc, le mot qui tient ici, c'est que le chef d'État, il s'est inscrit dans une dynamique de rupture. De rupture. Avec un style enrobé dans un dispositif diplomatique. Le français, chaque terme a son poids. Oh. Le chef a parlé de consultation. Et beaucoup disent, peut-être moi si je suis tombé dans l'erreur, concertation. Y a-t-il une différence, Daniel Mbao, entre consultation et concertation? Non, le problème, il est simplement lié au sens que l'on donne, à la charge sémantique que l'on donne au concept. Mais en français, il n'y a pas de débat. Et lorsqu'on consulte, on n'est pas lié. Lorsqu'on concerte, on entre dans les cycles décisionnaires avec les concertés. Bon, il va consulter simplement. Hein. Quand il parle de consultation, on sait qu'au Congo, les mécanismes extra-constitutionnels de régulation de jeux politiques ont été nommés de plusieurs manières. En 1960, on a parlé de la table ronde de Bruxelles. Et plus tard, on a parlé de la CNS. Mais en réalité, c'était des concertations. On a parlé de concertations sous Mouzé, on a parlé de l'accord de Lusaka, on a parlé de l'accord cadre dans ces pays, on a parlé de l'accord de la SENCO, dialogue intercongolais. Mais l'objectif dedans, c'est une vision dialogale. Parce que le chef d'État veut recueillir des avis. C'est ça. Pour juger alors. J'aimerais comprendre, est-ce que c'est la même chose qu'a fait Mobutu en 1990, c'était en quelle année qu'il a fait les consultations populaires? Les années 90, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est la même chose? C'est ce qu'a fait Mobutu quand il s'est senti acculé. Il a dit, j'ai fait les consultations et il a fait l'ouverture politique. C'était en 1990. 88-89 qui avait commencé les consultations. C'est la même chose? C'est ce que veut faire Tshisekedi, les consultations et prendre des mesures fermes après l'avis de la population? Non, mais justement, c'est comme ça. J'aimerais sur cette question-là prendre un peu de distance et hauteur, parler comme observateur participant. Et je voudrais dire ici que rien n'est sûr qu'en allant vers les concertations, le chef d'État va offrir des garanties de sécurité à ceux vers qui il y va. Mais ça sont des questions qui restent encore pendantes. Lorsque l'on sait, il y a peu ici à Genève, toute la classe politique a vu ce que nous avons vu, ce que nous avons tous rénaclé. Et donc, nous sommes dans une forme, le Congo, d'appétence-appétence. On est moins sûr du lendemain. Rester avec les FCC, on dit, c'est mortifère. Mais aller avec les autres forces de l'opposition et d'autres, on s'est dit, c'est incertain. Parce qu'il peut effectivement, exprimer la volonté de s'associer avec d'autres forces politiques pour recomposer la majorité. Mais il y a une réalité qui parfois échappe au contrôle, et aussi bien du chef de l'État que de tous les partenaires politiques sociaux. La base de l'UDPS qui peut toujours fracasser à tout moment. Cette base peut constituer un fondement à l'insécurité, à la certitude. Et voilà,
toute ma prudence. Donc, je donne des avis, mais avec une attitude prudentielle. Est-ce que le président Tshisekedi d'aujourd'hui veut renouer avec ses anciens partenaires, la MOUCA, MLC et les autres, c'est qu'on a, comme ils étaient à Genève, est-ce qu'ils veulent reconstituer Genève bis aujourd'hui? Tout ce qui est avec lui à Genève. C'est ça la finalité, refaire cette majorité. Vous me posez la question comme si j'étais des l'IDPS dans les secrets du président de la République. J'en suis pas, moi je suis du MLC. Mais c'est ça, quelle est la position? Moi je regarderais comme quiconque qui dirait, écoutez, la configuration qu'il nous offre donne à penser comme si l'on faisait une reculade, comme si on allait vers Genève, parce que souvenez-vous, à Genève, on avait dit dans les 2 années qui allaient suivre l'élection, on allait organiser des bonnes élections. Et donc, je me dis, 2 ans après qu'il ait constaté l'échec, ça veut dire que le président de la République est en train petit à petit à renouer avec Genève. Mais quitte à savoir, maintenant, est-ce que ceux de Genève qui ont été déçus sont-ils prêts à pâter ou à mordre à la mousson? C'est la question qui se pose avec acuité. MLC, Daniel Mbao, c'est vrai que la position officielle du MLC sur cette question, on ne sait pas encore. Hein? Non, mais rien n'est officiel encore pour MLC. Comment voulez-vous que le MLC puisse se prononcer sur une question dont la saisie n'est pas encore formelle? Le MLC n'est pas encore saisi. Cette sortie de crise, est-ce que c'est ce qu'avait proposé Martin Fayulu à l'époque? J'aimerais avoir votre appréciation de ça. Est-ce que c'est ce qu'avait dit à l'époque Martin Fayulu déjà? Mais sous la forme, peut-être ça peut être autre chose, mais dans le fond, c'est exactement ce qu'a dit Martin. Quelque part, il faut reconnaître à Martin le sens de la prémonition. Il a vu ce qui allait venir. Martin a dit, Félix Tshisekedi ne fera pas long feu avec Kabila. Parce qu'effectivement, Félix Tshisekedi est dans une logique de démocratisation, mais les FCC dans une logique de prédation. Et donc c'est un métissage, j'allais dire une imbrication incestueuse et qui a produit de l'échec. Et aujourd'hui, la République est en train de nager dans les platitudes. Les débats fondamentaux devaient se situer au niveau du social, mais les débats se posent au niveau du positionnement. Politique, tout simplement. Lorsque nous disions hier que la question cruciale était la question de la qualité des institutions, la question de la légitimité des institutions et des animateurs des institutions, qui y crut? Et donc Kabila était déjà dans une planification post-alternance. Et ce qui se laisse voir aujourd'hui, Kabila aujourd'hui n'est pas dans une logique où le FCC globalement, dans une logique qui s'allie du peuple. Ils sont dans une logique d'accaparement atavique du pouvoir. Ils veulent rester, ils veulent devenir une force de neutralisation. Une force qui décide sur le sort, n'est-ce pas, des candidats en lice. Et pourtant, Georges Biodot dit que le droit au suffrage, c'est le droit le plus fondamental, c'est le géniteur de tous les autres droits. Donc, si nous sommes allés à Genève, c'est parce que nous ne croyons pas à la sincérité du scrutin, du processus globalement. Parce que le processus électoral n'est pas simplement un moment, ça veut dire le moment des urnes, ou le terrain de l'urne. Le processus, c'est une dimension holistique. Le processus commence par les opérations, par la sincérité du fichier. Quelques poussées de secondes, Daniel Mbao. Qu'est-ce qui empêche le président de dissoudre le Parlement aujourd'hui? Qu'est-ce qui l'empêche? Parce que les gens disent qu'il a ses prérogatives, il a l'impérium, il peut dissoudre le Parlement. Qu'est-ce qui l'empêche de dissoudre le Parlement? Mais véritablement, il y a une chose plus forte que vous et moi, que quiconque, c'est la Constitution. C'est la Constitution qui l'empêche. Il est limité par la Constitution. Il ne peut pas le faire parce que... Je voulais avoir cette... On va continuer avec ça. Nous allons parler de la prestation de serment des 3 juges de la Cour constitutionnelle. Daniel Mbao était présent. Je l'ai posté d'ailleurs sur ma page. S'il me suit sur la Lyon Info, j'avais posté que Daniel Mbao allait y aller en tant que républicain. Et l'adoption de projet de chemin de fer, le chef de l'État a signé ce projet où on va construire quelques milliers de kilomètres de chemin de fer en République démocratique du Congo. Plus de détails. De remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder les secrets des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité
mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Acte de votre prestation. Je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Je prends acte de votre prestation de serment. Je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo et les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Je prends acte de votre prestation. Au Conseil des ministres, c'est le ministre du portefeuille qui a présenté les projets des conventions, des collaborations portant sur la mise en concession des infrastructures ferroviaires et de l'exploitation de l'activité ferroviaire en RDC. Ces projets ont été analysés par une commission technique placée sous la présidence du COPIREP et composée d'experts de la présidence de la République, du ministère du portefeuille et du Conseil national du portefeuille. La commission a préparé les projets du contrat avant de présenter en même temps son rapport d'analyse du dit projet. Celui-ci a aussi fait l'objet d'un examen par les représentants des entreprises publiques ferroviaires concernées, dont la SCPT et la SNCC. Après cette étape du Conseil des ministres, une équipe de techniciens allemands est attendue à Kinshasa avant fin décembre 2020. Dans les projets du contrat, le gouvernement congolais conditionne aux sociétés allemandes les travaux d'ici 6 mois. C'est dont la partie allemande est favorable. Les réseaux ferroviaires est un projet de 25 milliards de dollars pour 10 000 km de chemin de fer, dont 6 000 km existants et 4 000 des nouveaux réseaux qui visent à connecter toutes les 26 provinces et connecter le pays avec ses voisins. C'est un projet transnational qui sera développé par phase. D'abord, les corridors d'Ilolo, Kolwezi, Lubumbashi, Sakanya et simultanément Banana, Boma, Matadi, Inga, Kinshasa et plus loin vers Ilebo. Ce projet est trop grand pour la RDC, 25 milliards, 4 fois plus que les budgets nationaux. Un montant qui surprend, même les autorités congolaises n'y croient pas. Pourtant, ces montants ne représentent rien pour les investisseurs allemands. Deutsche Bank a un bilan comptable de 1400 milliards d'euros. Et pour cet investissement, 100% allemand, aucune garantie souveraine n'a été demandée à la RDC. Pas de risque financier substantiel de l'État congolais, pas de risque de défaut de remboursement. Ce projet ferroviaire pourrait créer 1 million d'emplois au pays. Daniel Mba, vous étiez présent dans la salle. Et beaucoup disent qu'il y a eu violation de l'Assemblée nationale. Est-ce vrai? Bon, sur la forme, je suis tenté de dire non. Il y a eu simplement une rébellion vis-à-vis de la loi. Ça, c'est mon point de vue. Parce que l'article 10 est d'une clarté insolente. Je n'entre pas dans les débats sur les modalités de désignation, globalement, de ces juges-là.
Et c'est un débat qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Je vous en dédouane. Je parle de l'article 10 de la loi organique du 15 octobre 2013 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Mais cet article est simple, clair. Voici ce qui dit d'une angélique simplicité, que les membres de la Cour prêtent serment devant la nation congolaise d'abord. Représentée par le chef de l'État. La nation congolaise. Oui. L'Assemblée nationale du Sénat et le Conseil supérieur des magistrats représenté par son bureau. Et c'est le chef d'État qui prend acte. En réalité, c'est quoi? Ce que nous sommes simples représentants du peuple. Nous venons, parce que les peuples, on ne peut pas réunir tous les peuples dans un cadre concentré. Nous venons répondre de l'invitation du peuple. Et par conséquent, nous sommes de simples invités. Mais ce qui s'est passé là, c'est pas si loin, j'allais dire, de l'indélicatesse. Parce que dans une république sérieuse, lorsque vous recevez l'invitation d'un chef d'État pour une prestation de serment, vous devez y aller. Mais il ne faut pas que l'on puisse nous plomber dans des querelles politiciennes et qui dépassent les cadres institutionnels. Est-ce que le chef de l'État, vous étiez présent, il est entré avec 2 doigts levés, le signe de la victoire, ou dans l'UDPS c'est comme ça. Est-ce que pour vous, la première question, est-ce que le président avait une attitude triomphaliste? Et deuxièmement, avec l'hymne de l'UDPS qu'on a chanté dans la salle, est-ce que cela n'est pas, comment dire, indélicat? Je prends vos mots. Puisque le chef de l'État n'est plus le chef de l'UDPS. Il est le chef de l'État pour ceux qui l'ont voté et ceux qui ne l'ont pas voté. Parce qu'on a l'impression qu'on va le réduire à l'UDPS. C'est bien qu'il provient de là, mais il est aujourd'hui président de tout le monde. Daniel Mbao. Attitude triomphaliste du chef de l'État? Écoutez, triomphalisme, je n'en sais pas trop à la fourchette, mais je vais simplement dire que je n'étais pas d'accord avec cette attitude. Parce qu'un chef de l'État, ça représente toutes les sensibilités politiques et toute la République. Un chef d'État, ça ne frôle pas la partisanerie. Vous vous rendez compte? Un chef de l'État qui donne l'impression d'appartenir à un parti politique, en réalité, ici, l'arbre sur lequel il est assis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train de réduire l'espace de sa légitimité. Et donc, sa légitimité nationale ne peut s'identifier qu'à travers ceux-là qui l'ont désigné. Et là, je pense que le chef n'a pas été utilement conseillé. Donc, j'étais d'accord avec la cérémonie. Elle s'est passée dans une ambiance de bon enfant. Mais l'attitude du chef de l'État, à mon avis, n'était pas acceptable à tout point de vue. Comme chef d'État. Comme chef d'État. Mais du reste, sur l'ensemble, il s'est bien comporté. Il a reçu les serments. Il a fait ce qu'aurait fait n'importe quel chef d'État passé à ce vous avez esquivé ma question. Moi, j'aime pas qu'on esquive ma question. Rénaclable. Je n'aime pas qu'on esquive mes questions. Ouais. Avait-il une attitude triomphaliste? Parce qu'il y avait une guéguerre, on le sait. Ouais. Le président, le chairman ou le chairwoman de votre institution a refusé son invitation. Il n'est pas venu. Tambemamba, celui du Sénat, n'est pas venu. Le Premier ministre n'est pas venu. Et il y a aussi certains ambassadeurs qui ne sont pas venus. Il y a bon, tout ça. Est-ce que chef Tangwakoti Alexis Banki Ngande Mukonzi, le Vela, n'a gagné Binou? Je veux avoir votre réponse parce que moi j'aime bien qu'on esquive pas mes questions. Il ne faut pas en tout cas aussi m'embrigader dans une démarche qui consisterait à satisfaire ou à étancher votre soif. Mais oui, c'est ça l'émission. Moi, parce qu'il y a toute une population qui est derrière et qui aimerait avoir votre point de vue en tant que député national, qui représente la nation. Il faut par contre donner à la population l'occasion d'avoir sa note et puis sa perception sur les réponses qui vous sont données. Il y a quelqu'un qui a dit quelque part, un philosophe congolais, on n'ose pas peut-être sublimer, il dit, les questions vous appartiennent. Les réponses sont miennes. Voilà. Merci. C'est ça l'intelligence. Nous revenons un peu au discours. C'est vrai que les deux vont de pair. Le discours est arrivé après cette crise, après cette prestation de serment, réussie pour certains, pour d'autres non, parce que cela n'était pas du tout consensuel. Je ne sais pas ce qui va se passer après, puisqu'on apprend que le Premier ministre ne veut pas contresigner. Il y a toujours une crise latente entre les deux. Et le chef de l'État a parlé après cette prestation de serment. Nous revenons un tout petit peu. Est-ce que le discours du chef de l'État apaise aujourd'hui? Est-ce que c'est un discours apaisant, conciliant, pour dire que, mais non, ça va, on essaie autre chose? Non, mais ça serait trop posé de dire que le discours du chef de l'État apaise. Non, mais parce qu'il y a de l'électricité dans l'air. Encore? Oui, effectivement. Et chaque jour qui passe, la majorité parlementaire s'organise dans des petits groupuscules.
Et il n'y a pas longtemps, j'ai vu les vieux parlementaires se réunir, et même des jeunes parlementaires qui se réunissent pour prendre des dispositions. Donc, ils sont dans une forme d'autarcie. Donc, ils se sont retranchés à l'intérieur d'eux-mêmes. Et ils se sont cabrés derrière le silence de leur autorité morale. Et donc, on peut dire que ce discours-là inquiète. Hein. C'est pas un discours quand même qui trouve de la gaieté de tous les partenaires politiques. C'est un discours, peut-être qu'on n'ose pas le dire, incendiaire. Un discours qui décrète avec des mots doux une dissolution d'une plateforme qui nous a géré il y a 2 ans. Un agneau dans une peau de lion, en fait. C'est ça l'impression. Et donc, c'est cela. Ça veut dire qu'on dit à Ilukamba, c'est des discours, il s'adressait effectivement à Ilukamba. Il n'osait pas le lui dire directement, il te dit, ben, Iluka, même si tu refuses de déposer ta billet, voici, je consulte pour en aboutir à la même conclusion. Vous êtes député national. Y aura-t-il réformation? Y aura-t-il une autre majorité? Politique fiction, y aura-t-il une autre majorité? Donc ça veut dire qu'en droit constitutionnel, le président de la République ne peut pas nommer l'informateur. Cette fois-ci, il a été bien conseillé. Vous voyez, à chaque fois quand je monte au créneau, je tire à boulet rouge, sans peine. Hein, et sans ménager. Parce que il en faut. J'ai lu quelque part, Danenba, parce qu'on gagne du temps, je sais. J'ai lu chez un excellent confrère, Christopher Rigaud, qui a dit que le président est lui-même aujourd'hui l'informateur. L'informateur, c'est lui, c'est le président de la République. Non, même au sens de notre constitution, on ne peut pas être soi-même informateur. Quelqu'un ne peut pas se nommer lui-même. Parce que conformément à l'article 78, le président de la République nomme un informateur. C'est un acte administratif, non? Cet acte de la dénomination d'informateur. Il ne peut pas se nommer lui-même. Il peut poser les actes d'informateur. Il peut paraître comme informateur, mais au fond, lorsqu'on s'encroute dans l'orthodoxie juridique stricte, il est juridiquement, j'allais dire, absurde et peu logique de dire qu'il serait lui-même informateur. Et donc, je disais, en droit constitutionnel, pour casser la majorité, il faut partir par l'ouverture. L'ouverture, c'est de procéder à des consultations et après procéder doucement à la récomposition. Mais cette récomposition peut être possible que lorsque les caches, après s'être assurés de ces arrières, décident formellement de casser, de rompre avec le FCC. Tant que les caches ne nous aura pas dit qu'il a rompu avec le FCC, et donc c'est toujours le FCC cache qui est considéré comme la majorité parlementaire. Donc il faut qu'il dise... tout ce qui se fait comme consultation, c'est un leurre. Donc il faut qu'à l'issue des consultations, lorsqu'il dit qu'il n'exclurait aucun cas de figure. Je pense, de mon humble avis, le premier cas de figure, il faut casser. Parce que c'est à l'issue de la cassure que l'on peut désigner, maintenant qu'on peut douter de la certitude, de la stabilité de la majorité parlementaire. Et cet informateur peut glaner quelques éléments de cette ex-majorité parlementaire pour en former une nouvelle. Il y aura des débauchages. Les débauchages, moi je ne conseille pas. Et qu'est-ce qui se fait d'habitude? C'est quoi? Si lui-même il est convaincu qu'effectivement il y a une nouvelle majorité qui se dégage, à l'issue de l'information, il amène un rapport au président de la République. Le président de la République désigne dans cette majorité, il nomme un nouveau Premier ministre. Mais il y a un test maintenant institutionnel, ce Premier ministre doit porter un programme. Si le FCC dit, ben, écoutez, ce que vous avez fait, c'est de l'aventurisme creux. C'est de la coquille vide. Les FCC peuvent toujours remettre à plat en votant contre le programme gouvernemental. Lorsque le FCC vote contre le programme gouvernemental, nous rentrons au pristine état, le président peut renommer et le FCC peut toujours remettre à plat. C'est alors que naîtra un conflit persistant, conformément à l'article 148. Et là, là où vous voulez nous amener, ce conflit persistant. Et là comme constitutionnaliste, j'ai dit, ben, c'est vraiment une épée de Damoclès qui est suspendue sous la majorité. Sur la majorité. Et ben, qui peut toujours Dernière question, politique fiction. Comment ça sera l'ambiance de la prochaine session à l'Assemblée nationale? C'est prévu d'ailleurs pour quand la prochaine session? Quand est-ce que vous allez on est en pleine session. Oui, mais quand est-ce que vous allez vous mettre encore ensemble Ça veut dire que nous devions en principe entendre le ministre d'État Robert Roy. On va en parler tout à l'heure. Je crains fort que ça soit aussi, moi j'ai dit, une machination FCC cash pour sauter le dossier des questions essentielles qui concernent l'avenir de la nation. Hein. Mais vous blaguez avec cette population, population qui vous a donné confiance, qui vous a donné mandat, au lieu de répondre à ses aspirations, vous êtes dans des guéguerres politiques, vous décevez les gens. Vous vous rendez compte que vous décevez une bonne frange de la population? Effectivement, il faut appeler les chats par son nom, il faut dire que la diarchie des précarités, c'est-à-dire que l'alliance des flibustiers dite FCC Cash est en train de décevoir.
À chaque fois, lorsqu'on parle des questions essentielles de la société, les questions qui touchent au chômage, les questions qui touchent à l'emploi des jeunes, les questions qui touchent même à la territorialité, qui a un caractère métaphysique, qui a une dimension sotériologique. On élude toutes ces questions pour répondre à certaines questions liées aux humeurs des individus. Nous allons d'ailleurs aller au Kivu, là-bas. Nous allons entendre le gouverneur du Sud Kivu qui a réagi par rapport au propos de Rouberois. Daniel Mbao l'a soufflé, on ne sait même pas si le ministre reviendra. Je vais lui poser la question. Je ne sais pas si c'est tombé caduc ou pas, parce qu'on lui avait donné 48 heures pour qu'il vienne répondre. Et pendant ces 48 heures, il y a eu tout ce que vous savez dernièrement. Et nous allons parler du Forum pour la paix à Kananga. Contradiction autour de l'installation du bourgmestre de la commune rurale de Minembwe. Lors de son interpellation lundi 19 octobre 2020 à l'Assemblée nationale, le ministre Azarias Rouberois a à plusieurs reprises cité le gouvernement provincial du Sud Kivu comme étant responsable de l'installation du bourgmestre de Minembwe. De son côté, le gouvernement provincial du Sud Kivu n'a pas tardé de réagir face aux éléments de réponse fournis par Maître Azarias Rouberois aux élus nationaux. Pour le ministre provincial de l'intérêt du Sud Kivu, Loabanji Loasungobo, la tendance pour le ministre d'État à vouloir se défausser sur le gouvernement provincial est une façon pour lui de refuser d'assumer ses responsabilités devant Dieu et devant la nation. Sur ce, il qualifie le propos du ministre Rouberois de contre-vérité et affirme que c'est ce dernier qui avait demandé au gouvernement provincial de procéder à l'installation du bourgmestre de la commune rurale de Minembwe. Pour rappel, le lundi dernier, devant les élus nationaux, le ministre d'État en charge de la décentralisation, Azarias Rouberois, a rejeté toute son implication dans l'installation de la commune de Minembwe. Il a participé au forum sur la paix dans le Kasaï à Kananga, mais il est rentré à Kinshasa insatisfait des résultats non escomptés selon lui. La question au cœur de ces assises, à savoir le conflit frontalier entre le Kasaï et le Kasaï central, n'ayant pas trouvé réponse, le professeur Mulumba Kachi demande un retour à la table des négociations. Au lieu de parler de la délimitation entre les deux territoires, les partis des deux délégations ont été contraintes de nous parler que du processus de paix et de réconciliation. De ce fait, nous demandons bien sûr au gouvernement de rentrer à la table des négociations, d'autant plus que c'est l'État qui a créé ces problèmes. Il appartient au même État de voir résoudre ces problèmes. S'agissant de sa signature sur le protocole sanctionné le forum de Kananga, Mulumba Kachi estime que c'était un moyen pour lui de donner la chance à la paix. Car, en fin de compte, après les batailles, les combats, les attaques, on finit toujours par se mettre autour d'une table et trouver une solution. Et ce qui a fait que signer cet accord de paix, ce protocole d'accord de paix avant ou après, le souci c'était toujours d'avoir la sécurité, d'être en paix, de calmer les populations de ceux qui s'agitaient. Pour rappel, depuis quelques mois, les tensions sont palpables entre les provinces du Kasaï et Kasaï central. En toile de fond, la dispute autour de la position géographique de la gare Bakwa-Kenge. À en croire le professeur Mulumba Kachi, cette controverse est à la base des violences du 4 août dernier, où une milice venue de Mouika, dans le Kasaï, aurait attaqué un village de Ndemba, territoire de Kasaï central. Daniel Mbao, 48 heures écoulées déjà depuis que vous avez entendu le ministre de la décentralisation et beaucoup de gens se posent, est-ce qu'il reviendra répondre à vos questions? Bon, ce délai-là des 48 heures, ce n'est pas un délai obligatoire assorti impérativement d'une sanction. Ça veut dire que s'il est échu, donc il faudrait faire une nouvelle invitation. Non. C'était une invitation de solennité, c'est la plénière qui l'a convoqué. Il reviendra. Et là, il reviendra certainement. Dans 48 heures, il s'est passé quelque chose, j'allais dire, qui a dépassé l'entendement du speaker de l'Assemblée nationale. Donc, elle doit, en tout cas, se remettre dans le jour qui suit pour convoquer une plénière. Peut-être qu'elle veut, c'est une femme intelligente, j'ai l'assez cohérente. Elle est entre le marteau et l'enclume.
Donc elle doit d'abord être sûre également de l'avenir de son institution pour convoquer... Nous allons à Minembwe en question. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Est-ce qu'on ne gonfle pas trop, Daniel Mbao, cette histoire de Minembwe? Parce que nous avons suivi aussi le ministre de la décentralisation qui a donné son point de vue. Il a dit que ce n'est pas lui qui est installé. Ensuite, il est allé au nom du gouvernement. Il a donné aussi ses raisons. Est-ce que pour vous, on ne gonfle pas cette histoire de Minembwe? C'est un problème qu'il faut saisir sous des dimensions. Sous la dimension, j'allais dire, géostratégique, mais en même temps sous la dimension légale. D'un point de vue légal, ça a été démontré que cette commune a été érigée en marge des règles d'art. Cette commune a violé la loi organique 17 octobre 2008 relative à la composition, à l'organisation, au fonctionnement des entités territoriales décentralisées ainsi que les rapports avec l'État central. Lorsque vous lisez l'article 46 fixe des conditions. Il faut notamment que ça soit tout chef-lieu d'un territoire ou en quelque sorte toute cette division de la ville ou toute agglomération ayant au moins une concentration de 20 000 personnes. Et cette agglomération ne peut devenir une commune que à la suite, n'est-ce pas, d'un décret du Premier ministre. Et celui-ci ne peut être pris que à l'initiative, c'est-à-dire que du ministre ayant la décentralisation, l'intérieur dans ses attributions, mais après avis conforme de l'Assemblée provinciale. Mais à l'époque, le Premier ministre avait approuvé. Je crois que c'est Mouzito qui avait approuvé à l'époque. Non, Mouzito n'avait jamais pris un décret. C'est le 13 juin 2013 que Matata... c'était Matata qui a pris un décret et Matata n'a pas eu égard à l'avis conforme de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Et donc c'était déjà un faux sur le plan de droit. Lorsque vous lisez l'article 124 du Code pénal, à partir du moment où il y a eu altération de la vérité, on peut dire logiquement, d'un point de vue juridique, cet acte-là, ce décret-là, c'est un faux intellectuel. Et en 2015, parce qu'il y a eu des remous, des tensions, il y a eu un décret de surséance. Et puis finalement, en 2018, on manipule un de nos compatriotes, Tchibala. Alors que nous nous approchons des élections, celui-ci va prendre un nouveau décret et il va reconnaître l'érection de cette commune. Donc, d'un point de vue juridique, l'installation était déjà faite à notre insu, à votre insu, parce que le décret a été pris, et puis il y a eu même des actes juridiques, des arrêtés d'installation, et il y a eu même des actes de notification. Mais Robert a commis simplement l'erreur, excusez-moi entre guillemets, l'imprudence, j'allais dire la bourde, de le faire avec autant de... Justement, il pensait qu'il avait le vent en poupe et il utilise, je crois, la communauté internationale représentée par l'ambassadeur des États-Unis. Qui a nié les faits, il a dit qu'il était là par hasard. Non, mais écoutez, il n'y avait pas de hasard jusqu'à s'asseoir à même les sols. Et nous avons même des audios et des images qui attestent à suffisance que Minembwe est convoité par les Tutsis rwandophones. Et ils appellent Minembwe entre guillemets la terre promise. Parce que dans Minembwe, il y a une chose. Il y a une chose que vous n'osez pas dire. Parce qu'à Minembwe, il y a la réserve d'Itombwe. Et cette réserve, c'est la réserve la plus riche. Dedans, il y a du coltan et il y a surtout de l'uranium. Et j'ai appris récemment que cette réserve a disparu dans la cartographie de Google. Et c'est très intentionnel. Comment la communauté internationale, à travers Google, peut faire disparaître cette réserve qui est pourtant riche, immensement riche. Et puis, il y a un problème, quand je parle du problème géostratégique, il y a un problème de positionnement des Minembwe. Il y a un problème qui est lié aux visées territoriales. Ils veulent s'étendre. Et puis, on ne peut pas admettre d'un point de vue juridique qu'il y ait des chefferies qui sont des entités administratives décentralisées dans une commune dite rurale. Or, en droit, la commune rurale n'existe pas. Lorsque vous lisez l'article 3 de la Constitution, qui fait la nomenclature des entités territoriales décentralisées, nulle part on parle de la commune rurale, on parle de la ville, on parle de la commune, du secteur et de la chefferie. De la commune rurale. Le chef de l'État a dû surseoir à cela. Vous êtes un homme de droit. En droit... Parce que on a dit qu'il n'y a pas un acte contraire, un décret contraire, tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut toujours le chef de l'État, je considère comme juriste, qu'il n'a rien dit sur la question. N'a rien dit sur la question. Et en fait, politiquement, il dit, je sursois, on ne sursoit pas comme ça en droit administratif. Lorsqu'un acte administratif, il est là, quoi qu'il régule, il produit des effets, madame. Et ces effets continuent. Il faut soit les retirer. Et qui peut les retirer? C'est l'autorité auteur de l'acte, le Premier ministre. Soit l'abroger. Le Premier ministre peut abroger.
les décrets qu'il a pris, c'est des décrets qui comportent des infirmités. Soit qu'on peut saisir les juges administratifs, les juges du Conseil d'État en annulation de cet acte réglementaire qui comporte des infirmités qui énervent la loi. Et je cite l'article 46 de la loi organique du 7 octobre 2008. F. Bazaïba est passé, hein, elle a été longuement félicitée partout. Comment vous avez apprécié sa prestation Non, mais F. Bazaïba, ça ne me surprend pas. Hein. F. Bazaïba, c'est une espèce rare en voie de disparition. Et elle mérite les éloges dus à son rang et dus à la noblesse du combat qu'elle mène. Et ce que je loue en elle, c'est la constance, la cohérence dans l'action. Et elle a dit des choses vraies. Elle a exprimé une inquiétude. Nationalité, terre, autonomie. En fait, il y a toute une. Elle a évoqué avec intelligence et brio la crainte d'une succession de demandes ascendantes. Ascendantes, voilà le terme, oui. Mais ils ont commencé par nous demander la nationalité. Et c'était une bataille depuis 1960, 61 d'ailleurs. Et nous avons des informations qui renseignent que les Tutsis avaient décidé d'épouser nos femmes pour avoir des enfants Tutsis. Et ce sont ces enfants Tutsis qui vont quereller la terre avec nous et s'imposer sur notre sol. Et c'était de la bataille en 71 avec Bisengimana. Bisengimana a induit en erreur Mobutu. Mobutu a décerné une nationalité collective à ces Tutsis. Or, on sait qu'en droit congolais, la nationalité est individuelle. Et puis après, Mobutu est revenu à la raison. Il a abrogé ce décret, mais le mal était déjà fait. Hein. Non, mais il a été abrogé. Ça veut dire qu'en ce moment-là, lorsqu'on abroge une décision, on rentre au pristine état. Et même tous les droits acquis en ce moment disparaissent. Mais ce qui est curieux, pendant la transition, on rediscute sur la question. Et puis en 2006, le débat ressurgit. Et aujourd'hui, ils disent que... Parce qu'il y a un débat sur ceux qui sont venus avant 1960 et ceux qui sont venus après 1960. Les Banyamulenge, les Tutsis, qui aujourd'hui il y a une langue qui s'appelle les Munyamulenge, je ne sais pas, et aujourd'hui ils créent une confusion terrible. J'ai même ouï dire qu'ils sont allés au musée Tervuren pour changer de document. C'est une bataille énorme. La crainte aussi avec ces gens-là, ils sont très organisés. Ils ont une capacité de planification hors pair. Et ils font le tour du monde, les balais diplomatiques que nous n'osons pas faire. Et la crainte, c'est qu'ils puissent rapidement développer Minembwe. Et que, comparativement à nos circonscriptions internes, qu'il y ait des disparités, des écarts profonds. Et là, Madame Bazaïba avait raison de dire, écoutez, ils sont partis de la nationalité, aujourd'hui c'est la terre, et puis demain ça sera l'autodétermination. Parce que s'ils réussissent à construire un cadre de développement positif endogène dans cet espace-là, avec l'appui qu'ils ont de la communauté internationale, ils peuvent, parce que le droit à l'autodétermination, c'est un droit qui est reconnu à tout peuple. Ils peuvent s'autodéterminer. Et puis après, vous pensez que vous aurez les moyens de votre politique pour bloquer cette autodétermination? La Russie a tenté avec la Crimée. La Russie avait une visée, j'allais dire, rattachiste. La Russie a fini par avoir la Crimée. Est-ce que nous avons, nous, les capacités militaires de la Russie pour imposer une logique militaire à cette communauté, de sorte de qu'il n'y ait pas, j'allais dire, sécession? On n'en a pas les moyens. Et d'ailleurs, cet espace-là, vous le savez, c'est pratiquement le ventre mou de la sous-région. C'est dans cet espace où foisonnent d'innombrables zones anaétatiques. Plusieurs groupes armés, chaque communauté a ses groupes armés. Il y a des intrusions même de groupes armés étrangers et ça produit de l'insécurité. Nous allons terminer vraiment une question de curiosité. J'aimerais bien savoir, j'ai un député avec moi qui est du MLC. Je voudrais que vous appréciez un peu votre chairwoman, puisque beaucoup disent qu'elle est vraiment du PPRD. Elle obéit aux ordres, aux injonctions de leur autorité morale. Elle ne joue pas son rôle de rassembler tous les députés. Il y en a qui disent que vous êtes du MLC, vos propositions de loi, Bazo Vandelango, tout ça. Est-ce que pour vous, Janine Mabunda mérite-t-elle ce poste? Est-ce qu'elle est vraiment, celle qui rassemble, je peux me permettre la tautologie, vraiment le président de l'Assemblée nationale? Est-ce qu'elle le représente vraiment? En toute vérité. Non, je suis féministe, moi. Non. Je
Ne parlons pas de femme, là je parle de la chairwoman, de présidente ou de la présidente de l'Assemblée nationale. Ne mettez pas le sexe là-dedans. Je vais aller, il faut toujours placer un postulat de départ. Donc en termes cognitifs, c'est une dame vachement intelligente. Excusez-moi les termes. Elle est hyper intelligente. Ça on le sait. Ça veut dire que c'est une dame qui a fait excellemment de bonnes études. Et en termes de gestion administrative, c'est une dame qui maîtrise, elle est assise dans l'administration. Mais le problème qu'il y a, c'est le problème de la gouvernance parlementaire. Et cette Assemblée nationale, il faut le dire, c'est une Assemblée nationale qui obéit à une logique, j'allais dire, binaire. FCC et cash. Et apparemment, c'est comme si les élus de l'opposition sont venus faire un parlementarisme d'accompagnement. On n'ose pas le dire que partout ailleurs, le Parlement, c'est un cadre par excellence des libertés d'expression. Mais cette liberté d'expression, à mon avis, ça c'est ma lecture, elle n'engage que moi, elle n'est pas libérée totalement dans notre Assemblée nationale. C'est-à-dire que l'impression que les gens ont, au fur et à mesure que le temps avance, la liberté d'expression du parlementaire se restreint. Sous Kamere, c'était une liberté dense. Sous Minaku, c'était une liberté moins dense. Aujourd'hui, c'est une liberté qui n'existe pas. Voilà, nous allons terminer par le social, mesdames et messieurs. Nous allons parler de l'électricité. Vraiment, c'est un sujet qui fait débat. J'ai un député national avec moi. Social la population. Donc, le courant à Kinshasa, c'est devenu vraiment une denrée rare. Avoir du courant, c'est devenu... moi, d'ailleurs, ce matin, je me suis réveillée avec du courant. C'était quand même incroyable. C'est comme s'il y avait une fête à la maison parce qu'il y a de l'électricité. Et nous allons parler de la route Secomaf qui est vraiment dans un état de délabrement un peu avancé. Nanda ku télévision baby ba frigo baby o cha biloko poli si on dozo ke neti wapi kura mboka na biso comme souvenir ba tikela biso kura ya mboka na biso manda bisengo to na kurate nzambe likolo pe ayebi to kana kurate. Ce ras-le-bol fait suite à la pénurie d'électricité que vivent désormais les résidents du quartier Bisengo dans la commune de Bandalungwa. En outre, le manifestant dans le rue ce vendredi ont fustigé la surfacturation par la SNEL dont ils font de plus en plus objet. Nous sommes dans une période très difficile, on souffre, il y a une instabilité qui est maintenant permanente et il y a une surfacturation qui nous laisse indésirés. Alors c'est pour cela que nous sommes mobilisés pour essayer d'aller à la SNEL et que nous puissions avoir des solutions bien précises, plus de 6 mois même. Parce qu'il y a le courant, on n'en bénéficie presque pas. Ouais, même les provisions que nos mamans souffrent. Devant le bureau de la SNEL de Bandalungwa, ces manifestants aux esprits surchauffés ne sont pas parvenus à harmoniser avec quelques agents de la SNEL trouvés sur place. Tout de même, les journalistes se sont vus refuser tout accès aux installations de la SNEL. La police finit par imposer sa loi au moyen de gaz lacrymogène. Ni piétons, ni motos, même pas les véhicules à 4 pneus n'est épargné sur une chaussée Secomaf parsemée des nids de poules, flaques d'eau et la boue. L'état de cette route laisse à désirer depuis plusieurs années, déçu par les promesses non réalisées par le gouvernement qui se sont succédés jusqu'alors. La population promet une sanction sévère lors des élections de 2023. Depuis 3 heures, il y a un arrêt transport, il y a des camions, il y a le président de la République a côté à la Caribiso le peuple d'abord. Total Mboula Elangesili Awa, Nzela ba réhabiter onté, ba promettait biso ba réhabiter Nzela au longo à Gilles Brasserie. Mais to comme la tanga Mboula, le to comme pénaliser. Le peuple d'abord est Awa, biso peuple to comme ko souffrir. Est-ce que d'abord ils pour la ba continuer pour la biso population. Yango to zali ko zela biloko la 2023 to yeba, période d'élection to yeba peuple sera président, to va président sera bango moko. Depuis longtemps la route de Secomaf, vraiment, c'est catastrophe. Ce passager dit qu'il n'y a aucune action du gouvernement dans ce coin de Kinshasa. Aujourd'hui, le gouvernement, ça l'a raté. Zéro. Il faut revoir l'élection. Zéro. Bon, au lobby, 2023, dans le lobby, Moutoua reçoit présidence. À ça, les forats, on a majorité dans l'Assemblée. Sinon, zéro. La promesse, c'est ça, mais l'autre, réaliser l'autre.
La réalité sur cette route est qu'aucune autorité ne se soucie de son état de délabrement compte tenu de la gravité de la situation, ont affirmé les riverains. Daniel Mbao, nous sommes en train d'atterrir. Nous atterrissons avec le volet social, le volet social. L'électricité. À Kinshasa, c'est incroyable. C'est vrai qu'on nous dit qu'on a volé, on a cassé les poteaux électriques, on peut voler les cornières et tout ça, mais je crois que ce problème d'électricité date d'avant ça. Député national, voté massivement, d'ailleurs j'ose le dire, parce que j'ai reçu Daniel Mbao avant qu'il ne soit député, après sa confirmation à la Cour constitutionnelle, et aujourd'hui député assis, je me le permets. Mais on nous dit, ceux qui sont comme députés, côté du peuple, vous êtes à la sous-population, politique et tout ça, vous laissez la population à l'abandon. Vous avez été élu au Mouamba. Vous avez dit que Banda les a na Funa, bien sûr, mais on ouvre le champ. Parce que vous êtes député national. Il n'y a pas de courant dans la ville de Kinshasa. Est-ce qu'au Parlement, Daniel Mbao, est-ce que vous parlez de ça? Vous parlez est-ce que vous appelez le DG de la SNEL? Est-ce que vous appelez les gens pour qu'on essaye de trouver une solution par rapport au courant électrique? Comment on va se développer s'il n'y a pas de courant électrique, Daniel Mbao? Député qui me représente. Je veux d'abord, avant de pouvoir vous présenter la topo générale de la situation en termes de dessertes en électricité, permettez de mentionner en fait que Daniel Mbao a un cœur à l'ouvrage. Daniel Mbao, c'est quelqu'un qui est aux côtés de la population. Et ceux qui m'ont élu le savent, ils peuvent le témoigner. Et il n'y a pas longtemps, récemment, à peine 2-3 mois, Daniel Mbao est allé doter, n'est-ce pas, toute une commune d'Engaba, des transformateurs. Daniel Mbao a réparé des disjoncteurs, a fait réparer des disjoncteurs. Et Daniel Mbao a lancé une campagne Ngaba 100% courant. Vous voyez? Donc, ça veut dire que Daniel Mbao, c'est quelqu'un qui sort de la couche la plus basse de la société. C'est quelqu'un qui maîtrise et qui connaît à fond la profondeur de la souffrance de ces peuples. Et j'en partage chaque jour qui passe. Je suis en contact permanent avec les agents de la SNEL et même des régies des eaux pour pouvoir répondre aux préoccupations sociétales. Ça, si je fais ma part. Mais en réalité, j'ai été élu pour faire le lobbying. Mais par moment, je vais au-delà du lobbying. Parce que les gens pensent que, éperdument, les députés, lorsqu'ils sont élus, c'est pour répondre, pour suppléer les carences de l'État. Non. Normalement, non. Mais je le fais quand même parce que je suis un homme de cœur. Mais après, ces problèmes, c'est un problème d'irresponsabilité de l'État. C'est un problème qui est lié à la crise d'organisation et de planification. On le disait lorsqu'on était en train de libéraliser les entreprises du secteur public. La SNEL aujourd'hui, vous dites qu'est-ce que vous faites? La SNEL aujourd'hui, la régie des eaux sont des sociétés commerciales. Aujourd'hui, pour interpeller les DG de la SNEL, c'est plus possible, il faut passer par le ministre de l'Énergie. Ou passer par le ministre des Hydrocarbures. Donc, parce que ces sociétés ne sont plus des sociétés totalement publiques comme c'était à l'époque, ce sont des sociétés commerciales. Donc ça veut dire que quelque part ces sociétés poursuivent un objectif de lucre. C'est comme ça j'ai vu un compatriote se poser la question, voilà, je ne suis pas fourni en dessert en électricité, mais une sous-facturation. Ben écoutez, lorsqu'on poursuit le lucre, on ne sent que on se comporte comme un agent de fisc. Mais donnez-nous le courant électrique, alors privatisons, créons d'autres sociétés. Non, mais c'est déjà, justement, ils ont fait de ces sociétés des sociétés commerciales. Alors que ces sociétés n'ont pas aujourd'hui les capacités managériales. Je dis toutes les capacités managériales pour pouvoir répondre aux préoccupations de la société. Mais ces sociétés ont des charges, ils doivent payer les travailleurs, ainsi de suite. Entre-temps, ce sont des sociétés qui disposent de matériel vétuste. Vous voyez, de matériel sur année qui date d'il y a 30 ans, 50 ans, depuis Mobutu. Il y a une crise de renouvellement des matériels. Alors, aussi, il y a un problème du flux migratoire. Aujourd'hui, Kinshasa n'est plus Kinshasa d'il y a 20 ans, 30 ans. Si aujourd'hui, la SNEL pouvait desservir Gombe, Limete, ainsi de suite, mais il y a de nouveaux quartiers qui viennent d'apparaître. Il y a de nouvelles cités qui viennent d'apparaître, des cités périurbaines. La SNEL est dans l'obligation de pouvoir équilibrer la répartition. Je ne fais pas ici la défense de la SNEL, mais je critique simplement le laxisme de l'État, que d'avoir abandonné
n'est-ce pas, la vie, la quiétude de ses concitoyens à la merci d'une société commerciale. Et ce qui est, à mon avis, irresponsable de la part de l'État congolais. Si l'État pouvait bien le faire, l'État devait ponctionner ces entreprises pour permettre à ces entreprises de pouvoir répondre aux besoins de la société, parce qu'elles ne perdaient pas de vue. Le droit à l'électricité, c'est un droit de la deuxième génération. Dans la catégorisation des droits fondamentaux, c'est un droit créance. Ça veut dire pourquoi créance? Ça veut dire que l'État, le pouvoir public ont l'obligation de pouvoir mettre à la disposition de ses concitoyens l'usage de ces droits. Et Churchill en parlait à l'époque. Churchill définissait l'État simplement en 2 mots. Il dit l'État, c'est le pain et le gaz. C'est si simple. Ça voulait dire que si un matin vous avez du gaz, des gaz qui représentent l'énergie, et que vous avez les pains, ça veut dire que dans cet État-là, il y a l'État. Mais si vous n'avez pas d'électricité, ça veut dire l'énergie, et que vous n'avez pas non plus le fondamental, les pains, ça veut dire que l'État est aux abonnés absents. C'est un signe clinique de dysfonctionnement, ou même d'absence de l'État. L'État, il donne l'impression d'être là, d'apparaître dans son appareillage institutionnel. Mais l'État ne nous infiltre pas dans la vie quotidienne. L'État disparaît dans la quotidienneté. Or, l'État, à la base, c'est un contrat social. Je te place là-bas député national pour faire le lobbying. Je te place président d'un pays, premier ministre pour répondre à mes besoins. Oui, ce n'est pas répondre dans la logique forcément du Léviathan, où l'État ne doit rien à la population si ce n'est que la sécurité. Non. Donc, c'est comme ça que j'ai toujours prêché la démopédie, c'est-à-dire la pédagogie de la démocratie pour permettre à nos populations de s'approprier de leurs droits. Et la Constitution du février 2006, c'est une des meilleures constitutions du monde. Parce que c'est parmi les rares constitutions d'avoir prévu près de 62, ou plus de 62 dispositions relatives aux droits et libertés fondamentaux des citoyens. Et d'ailleurs, cette constitution a donné de l'importance aux droits fondamentaux plus que l'organisation institutionnelle. Parce que dans la logique de programmation, les droits et libertés fondamentaux précèdent l'organisation institutionnelle. Délabrement des routes. Nous donnons plus d'importance à la vie des institutions. Regardez comment le train de vie des institutions est très élevé. J'avais d'ailleurs posé la question. Justement. Mais nous ne regardons pas les droits fondamentaux. C'est pourquoi nous avons été placés là. Et donc, il appartient à ces peuples souverains qui me suivent de bouger simplement ses méninges. Il suffit simplement de faire usage d'intelligence pour faire un choix rationnel. Parce que par moment, Madame Paulette, il faut le noter, nous sommes victimes de nos propres choix. Le peuple n'a que le président qu'il mérite, le peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Délabrement de la route, c'est comment, c'est vrai, la route est dans un état de délabrement très avancé, on a vu les images, mais cela me pousse à revenir à cette problématique des sauts de mouton Daniel Barbe. 2 ans déjà que ces sauts de mouton, on a commencé sa sortie sur terre, mais on n'en voit pas l'importance. Nous qui sommes à la Tchango, on ne voit même pas l'importance de ces sauts de mouton. À la Gombe, je ne sais pas, est-ce que c'était vraiment, j'y reviens, est-ce que c'était vraiment primordial de bâtir ces sauts de moutons, tant qu'il y a des routes secondaires comme la route de Sekomaf qui n'est pas du tout arrangée. Il y a des milliers de routes secondaires à Kinshasa qui pouvaient alléger les embouteillages à Kinshasa. Madame, je ne comprends toujours pas l'importance de ces sauts de moutons. Jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends vraiment pas. C'est aussi une question qui remet à la surface la problématique des choix rationnels des politiques publiques. Lorsqu'on est en face d'un éventail de choix, il faut faire un choix qui est rationnel. Il ne faut pas forcément s'inscrire dans une dynamique de visibilité et des rayonnements apparents, alors qu'au fond, ça ne répond pas à une problématique sociétale sérieuse. Moi, je n'ose pas, et j'aime, c'est pas mon propre, placer ma voix dans la cacophonie. Cette histoire de saut de mouton, on l'a dit, et qui ne l'a pas critiqué, qui ne l'a pas protesté, et ça aboutit même à des arrestations. Procès de 100 jours. Procès 100 jours. Mais aujourd'hui, ces sauts de mouton servent à quoi? En fait, ce sont des monuments blancs qui servent simplement à décorer, mais j'allais dire pas de manière très intelligente et pas de manière très artistique nos artères. Alors qu'il y a des routes secondaires qu'on devait même créer. Il y a des routes secondaires en souffrance qu'on devait rafistoler. Comme la route de Kindélé qui est en train de mourir. Il y a une route même
Vous êtes de Mongafou, de Mwamba, vous savez que la plus grande bibliothèque qui est vers Kindélé est en train de tomber là. Qui est dans l'enclave. Voilà, exactement. Et puis après, il n'y a pas que ça. Il y a une route qui aurait permis les désengorgements du mont Amba. La route qui part de Linikin, ça veut dire de Lemba, pour Kisenso et Matete. Et cette route peut déboucher même vers la Tchangou. Donc on peut créer une nouvelle concentration d'activités à travers une nouvelle route. Mais tout ça, ça procède au choix rationnel des politiques publiques. Ça procède également au principe de nécessité. On fait la lecture de la ville, on procède par une cartographie de la ville, et puis en ce moment-là, le pouvoir public s'engage à construire ou à placer des routes. J'étais à Washington, j'étais très sidéré de constater que la ville de Washington a été pensée 20 ans avant son érection. C'est-à-dire qu'il y a un architecte sérieux qui s'appelait Pierre L'Enfant, qui a pensé cette ville, et même toutes les routes de Washington sont philosophiquement pensées. J'assume le mot. Vous voyez la route de Pennsylvanie qui quitte Capitol pour aller déboucher vers la Maison Blanche. On savait que cette route allait exister. Et même d'un point de vue démocratique, dans la tradition démocratique américaine, cette route a un sens. Cette route aussi indique la contrariété, la contradiction, ou même le contrepoids qu'il y a entre le Capitole et la Maison Blanche. Donc tout est pensé. Remarquez même lorsque vous êtes dans les airs à Paris, vous regardez que la ville est construite comme sur le cœur. Vous vous rendez compte? Et derrière la construction de la ville, il y a une intelligence maçonnique. Nous, on peut construire avec l'intelligence de Dieu. Mais il suffit simplement de prendre la hauteur sur l'aéroport de Njili. Vous avez remarqué, c'est l'aéroport, d'ailleurs, un des aéroports les plus dangereux dans l'atterrissage. Si vous atterrissez à Venise, il fait sombre. Vous regardez tous les coins, tous les quartiers périurbains qui sont dans les alentours, l'impression que ça donne, c'est comme si c'est la résultante de la sorcellerie. Mais ailleurs, c'est trop fort, c'est trop fort. C'est vrai que quand vous descendez sur Paris, c'est vraiment la ville lumière, mais quand même, non, mais on n'est pas sorcier. Écoutez, madame, c'est seulement le manque d'électricité. Ça veut dire que les villes sont pensées, les villes sont réfléchies, sont projetées. Et il est possible ici à Kinshasa qu'on puisse créer des villes secondaires, qu'on puisse ramener une nouvelle concentration humaine vers les extrémités de la ville. Mais par crise des déficits de politique publique, on est enclin simplement d'observer ce qui se passe et nous entrons dans le gouffre. Remarquez ailleurs comment les choses sont organisées. Vous voyez une avenue qui commence d'un bout à l'autre, l'avenue est rectiligne. Et vous remarquez même que dans chaque avenue, même ici en Afrique du Sud, il y a des feux de signalisation. Et il est difficile, mais non, on n'en a pas assez. Il est difficile de remarquer trop de bouchons parce que tout est organisé. Et ça aussi, c'est dans le mind, c'est l'état de droit. Ça aussi, c'est une partie de l'état de droit. On n'ose pas le dire. C'est une partie de l'état de droit. Offrir les meilleurs à la population et penser les meilleurs à la population et planifier. Mais le ministère de Plan, quel est son rôle? Parce qu'il y a un ministère, non, tout à Non, mais justement, c'est qui est là, qui doit imaginer. Il y a des cerveaux, il y a des gens qui doivent faire. Ça, c'est un ministère de financement des projets inconnus. Ah, ça dit que c'est un ministère des projets qui accompagnent des projets inconnus, des projets qui écument inutilement nos budgets, nos différents budgets. Mais en principe, c'est ce ministère qui devait faire de la projection parce que Delman Martis pense qu'un État sérieux, il doit être le maître des horloges. C'est un État sérieux, il doit être celui qui nous donne des indicateurs temporels sur 10 ans, 20 ans. On ne sait même pas comment ça sera Kinshasa dans 10 ans. Mais quand vous posez la question de saut de mouton, c'était programmé où? Parce qu'on ne sait même pas évaluer. On sera évalué s'il y avait une planification chiffrée, quantitative. On s'est dit derrière le saut des moutons, il y a une vision. Il y a ça, ça, ça. Mais à la fin, on évalue quoi, les sauts des moutons? On évalue les simples bâtiments. Voilà, nous avons vraiment eu l'explication de Daniel Mbao, qui est député national, membre du MLC. Nous sommes vraiment à la fin. Merci de votre participation. Un dernier mot. On nous dit aujourd'hui, Papi Mandé qui a accordé moi 2 minutes, cette question je ne peux pas la rater parce qu'une internaute m'a dit de vous poser. On nous dit 2023, c'est maintenant. Tout le monde est focalisé sur 2023. Daniel Mbao, candidat encore pour la députation 2023, où c'est, en tant que député aujourd'hui, vous laissez tomber la population parce que tout le monde est focalisé, focus
2023. Même le discours du chef de l'État, tout ce qui va se passer, tout le monde est là en train de se demander qu'est-ce que je serai en 2023. Cette question, c'est un indicateur formel qui atteste à suffisance que le pays va mal. Oh, dommage. Oui. Aux États-Unis, chaque année est une année électorale. Et ils ont une culture du challenge. Ils ont le goût du beau dans le challenge. Et même le système électoral américain, c'est un système qui a été organisé tel qu'il n'y ait pas de contestation entre les perdants et les gagnants. Et ce qui fait même qu'aux États-Unis, pour répondre à votre question, celui qui perd les élections, il a l'obligation de féliciter en premier celui qui gagne. Et celui qui gagne les élections n'ose pas délier ses lèvres tant qu'il n'est pas félicité. Vous avez vu un candidat président de la République qui a perdu les élections contre Barack Obama, Mitt Romney. Il a fait pratiquement 45 minutes d'attente parce qu'il attendait les résultats des Massachusetts et ainsi de suite. Il a été taxé de mauvais perdant. Une telle question, on peut la poser que dans un État, un bric-à-brac pseudo-démocratique comme la RDC. C'est-à-dire qu'une démocratie d'apparence qui peut basculer dans une dictature vorace, mais qui peut aussi, par un coup de chance, s'inscrire dans une dynamique de consolidation démocratique. Mais c'est triste. Nous ne vivons pas pour être élus éternellement. Nous vivons pour servir. Et le mal, c'est quoi? Ce que je vous ai dit sur le caractère de notre budget, c'est notre budget qui nous trahit. C'est un budget institutionnel. Voilà sa philosophie. S'il était social, les gens penseraient à autre chose. Okay. Aujourd'hui, tout le monde affûte les armes. Chaque famille va avoir un candidat député national. Entre-temps, la fonction parlementaire s'affaisse. On dit, je vais vous quitter par là, que vous êtes parmi les plus, permettez l'expression, les plus médiocres de toutes les législatures. C'est quelqu'un qui m'a dit de vous le dire. En tout cas, bah, notez Bino 2 sur 10. Non, ben si 2 sur 10. Si je peux répondre. La législature 2 sur 10. Bah, mon impact, Bino, t'es bon, moi, 2 sur 10. Alors, 2 sur 10 et ça n'engage que moi à côté. Mais à côté, pour aux autorités, Biso Toza, à 4 à 10, ça dit, à 4 à 10, à 100%. Parce que j'ai fait des actions de contrôle. Je suis le député qui a produit plus de lois. Je suis jeune député, mais je suis porteur de beaucoup de lois. Et j'ai été élu pour ça. Moi, je fais mon travail. Mais les autres, vous n'avez qu'à les évaluer. Ok. Merci Denemba. En tout cas, la porte de Congo vous est ouverte. Merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Congo Web Télévision. Restez branchés sur notre chaîne Congo Web Télévision.